Chers auditeurs, nous allons parler de la crise du coronavirus, du confinement et de la drague. Comment réagir à la crise du coronavirus et au confinement? Comment draguer lors du confinement? Comment faire de nouvelles rencontres? Car le confinement présente plein de nouvelles opportunités. Comment entretenir tes relations en général et tes relations intimes lors du confinement? Comment te préparer pour après le confinement? Que faire quand le confinement sera passé? Donc, comment transiter du confinement à la phase post-confinement une fois que les règles seront assouplies? Et finalement, comment draguer après le confinement? Car je suis convaincu que le monde après le confinement ne sera plus le même que celui avant le confinement. Et ceci aura également un impact sur les rencontres, le monde du dating. Voilà. La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Comment réagir à la crise et au confinement? Cher auditeur, je vais te lister les phases que moi j'ai parcourues et tu t'y reconnaîtras probablement. La première phase, c'est la phase de l'ignorance. Tu n'as jamais entendu parler du coronavirus. Tu mènes ta vie et un point, c'est tout. La deuxième phase, c'est la phase de prise de connaissance. Tu entends parler à la télé ou sur un site d'actualité d'un nouveau virus quelque part en Chine. Bon, c'est une réalité lointaine qui ne te concerne pas. Voilà. La troisième phase, c'est la phase de l'inquiétude inconsciente. Tu sens que le danger se rapproche. On parle de plus en plus souvent du virus, donc la communication, la fréquence de la communication augmente. Les gens autour de toi commencent également à se poser des questions. Tu entends les clichés typiques, genre mais c'est quoi ce truc? Pourquoi est-ce qu'on en parle tant que ça, vu que vu que ça ressemble à la grippe? Hein, ce n'est qu'une grippe. Pourquoi est-ce qu'on accorde tellement d'attention à ce virus? Donc, ça, c'est la troisième phase, celle de l'inquiétude inconsciente. Le danger se rapproche. Et la quatrième phase, c'est le déclic, le coup de massue. Tu te rends compte que quelque chose de grave va se produire très bientôt. Moi, j'ai eu ce déclic un jour avant que les États-Unis ferment leurs frontières. Et pour moi, voilà, cette mesure était vraiment une confirmation que c'est mal barré pour le monde entier. La cinquième phase, c'est la phase c'est l'anxiété. Donc, il y a une réaction d'angoisse comme ça, assez intense. Et puis, tout de suite après, j'ai eu une réaction de survie. Je ne sais pas quel centre de mon cerveau a été hyperactif à ce moment-là. L'amygdale, je pense. Bref, peu importe. Donc, j'ai commencé à bouffer des infos, à faire des stocks. Pas de papier de toilette comme beaucoup de gens. Car si tu es vraiment dans la pénurie, s'il y a vraiment une crise alimentaire, tu ne vas pas te mettre à bouffer du papier toilette, quoi. Mais donc, j'ai commencé à bouffer des infos pour comprendre, pour connaître cet ennemi, ce danger inconnu. Mais bon, c'était un piège, hein, car c'est une stratégie... comment dire, c'est une lame à double tranchant. En fait, c'est un cercle vicieux. Je ne connais pas l'ennemi. Pour pouvoir l'affronter, je dois le connaître. Donc, je vais m'informer. Mais bon, quand tu passes beaucoup de temps à regarder le journal et à lire des sites d'actualité, ça ne fait que nourrir et amplifier ton angoisse. Donc, en fait, voilà, j'ai flippé pendant des semaines. Donc, j'ai commencé à bouffer des infos, à faire des stocks. Mais aussi, j'ai eu des moments plus calmes, hein, où j'étais un peu plus lucide. Et j'ai utilisé ces moments pour planifier et pour m'organiser. La septième phase, c'est la phase de relaxation. Hein, tu t'habitues. Ce n'est plus nouveau. Oui, tu t'habitues à cette nouvelle situation. Et là, maintenant, moi, j'entre dans la huitième phase. C'est la phase de lassitude. Je commence à en avoir marre. J'ai envie de mener une vie normale, une vie qui ressemble à la vie avant le confinement, même si elle ne sera plus 100% identique. OK. Maintenant, concernant l'anxiété, et ici je me contredis car je n'ai pas respecté moi-même ce conseil,
Mais attention, c'est pour la prochaine fois alors, attention de ne pas rester bloqué dans l'anxiété. Moi, j'ai perdu beaucoup trop de temps, des semaines, peut-être même un mois, en étant bloqué dans l'anxiété. L'anxiété, quand tu restes beaucoup trop longtemps bloqué dans l'anxiété, c'est une émotion paralysante. Hein. Tu ne fais rien de constructif. Mais, cependant, l'anxiété a une fonction. Hein. Elle sert la fonction de l'anxiété, c'est de t'alarmer, de te motiver et de te pousser à l'action. Donc, il y a un déclencheur, tu es anxieux, hein, et puis tu utilises cette anxiété pour agir, pour décider du prochain pas. Qu'est-ce que je vais faire? Et puis, une fois que tu sais ce que tu vas faire, en principe, ça devrait déjà suffire pour réduire ton anxiété de manière considérable. Mais bon, moi, je suis resté beaucoup trop longtemps coincé dans ce cercle vicieux d'anxiété et de bouffer des infos pour comprendre, pour comprendre, pour contrôler, pour maîtriser cet ennemi inconnu. Et voilà, comme je te l'ai dit, ça n'a pas marché. J'ai fait que amplifier mon anxiété. OK. Donc, idéalement, l'anxiété te pousse à agir et la meilleure façon, je veux dire, une réaction constructive, c'est de planifier et de t'organiser. Donc, c'est de planifier à court terme, à mi-long terme et à long terme. Quand je dis planifier à court terme, c'est de planifier tes journées. Donc moi, ce que j'ai fait, voilà, j'ai planifié mes journées car j'ai ici une femme, un gosse. Il faut qu'on habite ensemble sans s'entretuer, quoi. J'ai modifié mon schéma d'entraînement. Avant, je m'entraînais plusieurs fois par semaine à la salle. Mais maintenant, je m'entraîne avec des haltères, avec des élastiques, je ne sais quoi, à la maison. Donc, j'en ai profité pour également modifier mon schéma d'entraînement. Concernant le planning à mi-long terme, c'est-à-dire la période, les semaines, les mois, pendant et après le confinement. Donc, cher auditeur, qu'est-ce que tu as appris pendant ce confinement que tu pourras utiliser, hein, qui te sera utile après le confinement ou plutôt après cette première vague de la pandémie? Car je pense que une fois que les mesures seront assouplies, vers la fin de l'année, il y aura une deuxième vague. En tout cas, ça serait bien de se préparer pour ce pire scénario, mais j'y reviendrai. Et puis, tu as le planning à long terme. Donc, après 1 an, 2 ans, 5 ans après cette crise. Donc, pose-toi la question, cher auditeur, quel sera l'impact de cette crise du coronavirus sur le monde des rencontres, de la séduction et du dating? Comment est-ce que les gens vont faire des rencontres? Comment est-ce que l'accouplement va se faire? Car je te garantis que cette crise va laisser des traces et elle va supprimer quelques anciennes normes pour... il y aura voilà, ces anciennes normes, ces anciennes règles implicites seront remplacées par de nouvelles normes. Mais bon, comme je l'ai dit, j'y reviendrai. Alors, comment réagir concrètement? Donc, j'ai parlé du planning, hein, planifie tes journées, donc planifier à court terme, à mi-long terme et à long terme. Mais maintenant, comment, à part le planning, comment t'organiser? Voici comment. Cher auditeur, c'est plutôt à moi que je m'adresse. Hein. Donc, moi, j'ai décidé de m'organiser et de me préparer pour le pire scénario en me basant sur les infos existantes. Pourquoi ce raisonnement? Car si le pire scénario se produit, tu pourras encaisser le coup car tu seras préparé. Imagine que le confinement dure plus longtemps que prévu. Ce qui est déjà le cas. Au début, c'était quoi? En tout cas, ici en Belgique, on communique par tranche de 2 semaines. Hein, donc, la première fois, voilà, confinement pendant 2 semaines, on ferme les écoles pendant 2 semaines, y compris les vacances de Pâques. Et après, les salles de sport seront fermées jusqu'au 3 avril et je ne sais quoi. Mais bon, tu voyais le truc venir déjà. Hein. Bref, ici, c'est donc...
on communique par tranche de 2 semaines. Donc, c'est bien de te préparer à long terme et de te préparer pour le pire scénario. Donc, imagine que ce confinement dure encore des mois. Ou imagine que, une fois que les règles seront assouplies, donc on passe un été calme, ça c'est sûr. Mais imagine que maintenant, vers le mois de septembre, octobre, novembre, décembre, je ne sais pas, que, hop, il y a une deuxième vague. Et que là, de nouveau, il y aura un confinement. Mais moi, je pense que ce deuxième confinement sera pire que le premier, car il y aura un nouveau confinement qui va commencer quand on sera économiquement déjà dans la merde. Au début du premier confinement, on avait une réserve, pour ainsi dire. Mais maintenant, plus le temps passe, plus économiquement, on se retrouve dans la merde. Donc, imagine, cher auditeur, que tu te retrouves sans argent et sans bouffe, comme une partie de la population dans les régions les plus atteintes en Italie, ou comme en Équateur, ou comme à New York. Je ne sais pas si tu es au courant, mais en Équateur, il y avait même des cadavres dans la rue, car les services étaient juste submergés, ils ne savaient plus suivre. Voilà. Ok, parlons maintenant de la drague. Je pense que c'est une bonne chose. C'est un choix rationnel et le meilleur choix d'appliquer ce même raisonnement à la drague. Donc de te préparer pour le pire scénario en te basant sur les informations existantes. Il y a encore beaucoup de blind spots, beaucoup d'inconnus, d'éléments qu'on ne connaît pas. Donc les informations ne sont pas complètes. On ne sait pas à quoi exactement l'avenir va ressembler. C'est très volatile, tout change très vite. Mais je pense que c'est une bonne chose de te préparer pour le pire scénario, et ça même dans le contexte des rencontres, de la drague et ainsi de suite. Car si tu as adapté ta stratégie pour un monde post-corona, alors tu prospéreras et tu auras du succès. Tu auras un pas d'avance sur beaucoup de mecs. Quel est ce pire scénario? C'est la question qu'on se pose. Je pense que, je suis même convaincu que cette crise ne signifiera pas la fin de l'humanité. On va survivre ça, c'est clair. Moi, je pense que le confinement durera plus longtemps qu'on ne le souhaite. Et bon, c'est déjà le cas. Mais bon, moi, j'avais en fait, entre parenthèses, j'avais l'intention d'enregistrer, de publier ce podcast il y a déjà 2 ou 3 semaines. Mais bref, comme d'habitude, j'ai du retard. Quel est le pire scénario? Je pense qu'il y aura également plusieurs vagues de pandémie. Si je ne me trompe pas, j'ai entendu le terme, le modèle de l'accordéon, quelque part ici à la télévision, sur la télé belge, en Flandre. Donc, ça veut dire que on va assouplir les mesures, il y aura plus de trafic, plus d'activités économiques et ainsi de suite. Et puis, hop, le virus va de nouveau se propager, et là, de nouveau, on va renforcer les mesures. Donc, il y aura comme ça, on va osciller, basculer entre l'assouplissement des mesures, le renforcement des mesures, l'assouplissement, et ainsi de suite. Je pense que le distancement social, ou la distanciation, bref, le social distancing, comme on dit en anglais, que ça va rester, ou en tout cas, ça va laisser des traces. Les masques vont faire. On va devoir porter des masques, ou plutôt ça va devenir quelque chose. Ça va devenir un vêtement, quoi, comme un chapeau ou des gants ou une écharpe. Je m'attends même à ce que il y aura une mode comme ça, on pourra customiser des masques avec des motifs, des dessins, des couleurs ou je ne sais quoi. Donc distancement social, masque, il y aura des vagues de confinement, le télétravail va gagner en popularité, ce qui est déjà le cas. Maintenant, c'est par nécessité, mais il y a beaucoup d'entreprises qui vont comprendre que ça fonctionne quand même et que ça a des avantages. Je pense aussi que les bars, les boîtes et les autres lieux non essentiels vont rester fermés longtemps. Il y en aura. Oui, beaucoup de ces business vont faire faillite, vont rester fermés. Et tout ça, ça a un énorme impact sur le bien-être des gens, sur leurs finances, sur leur mental, sur leurs émotions et leur comportement, et donc aussi sur
les rencontres. Comment te préparer? J'y reviendrai. La question suivante, comment draguer lors du confinement? Comment faire de nouvelles rencontres? Pendant le confinement, en tout cas chez vous, en France, si je ne me trompe pas, vous pouvez même pas sortir, quoi. Si je me trompe pas, vous devez rester dans un périmètre de, c'était quoi, 1 kilomètre ou quelque chose comme ça, autour de chez vous, hein. Nous, ici, en Belgique, on peut sortir pour des trucs essentiels. Faire les courses, faire une promenade, faire du sport dans la nature. Ou aller acheter des médicaments. Voilà, c'est tout. Donc, c'est clair, c'est évident. Les rencontres dans la vraie vie, la drague en rue, en soirée, oublie, hein, c'est impossible maintenant. C'est même ton obligation morale de respecter les mesures, comme le confinement et le social distancing, te laver les mains, ainsi de suite, car la vie d'autres gens dépend également de tes actions, cher auditeur. Même surtout pendant cette 8e phase, la phase de lassitude, j'ai besoin de plusieurs piqûres de rappel par jour qu'on est connecté, que je suis connecté et que mes comportements auront un impact sur les autres. Un faux choix peut signifier la mort d'une personne âgée ou faible d'un point de vue immunitaire. Donc, cette crise et le confinement présentent de nouvelles opportunités. C'est évident. Quelles opportunités? La drague virtuelle, la drague en ligne, les applications de rencontres, Tinder et compagnie, c'est le moment. Et ici, j'ai noté plein de points. Cher auditeur, moi aussi, je suis en train d'expérimenter, de draguer comme un taré sur Tinder, pour être précis. Et j'apprends plein de nouvelles choses et j'applique aussi des anciennes techniques entre guillemets, hein, que je n'ai pas appliquées depuis des années. Donc, voici les points que j'ai notés concernant Tinder et compagnie, donc la drague virtuelle. Tu adaptes ton game. Avant Tinder, hein, donc avant la crise du coronavirus, moi, j'utilisais Tinder pour un game rapide, pour faire des rencontres faciles, rapides. Mais maintenant, Tinder permet aussi de développer des connexions émotionnelles, sérieuses, durables, de vraiment apprendre à connaître quelqu'un. Avant, Tinder était un médium, c'était un peu inférieur. Tu vois, les rencontres sur Tinder, c'était des rencontres superficielles, c'était des rencontres inférieures aux rencontres dans la vraie vie, ce qui est quelque part toujours le cas, mais par exemple, Tinder était inférieur au texto et à WhatsApp. Quand tu communiques avec quelqu'un sur WhatsApp, c'est quelqu'un qui est déjà, plus psychologiquement plus près de toi. Tinder, c'est loin, ce sont des profils, ce ne sont pas des humains, ce sont juste des... on déshumanise la personne à l'autre bout de l'écran quand on est sur Tinder. C'est pas une vraie personne, c'est juste un profil et voilà, tu t'amuses, c'est pas sérieux. Et voilà. Mais maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, Tinder, je vois qu'il y a comme ça un changement dans l'attitude des gens envers Tinder. Il y a des rapports, des connexions plus stables, plus durables, plus sérieuses qui peuvent se développer et qui se développent. Donc avant, sur Tinder, comme je viens de le dire, c'était un game, hein, donc un jeu de séduction rapide. Vous échangez quelques phrases, quelques textos, et puis hop là, on fixe le rendez-vous, et voilà, ça passe ou ça casse. Et maintenant, Tinder est utilisé comme un médium pour développer une connexion. Maintenant, pour t'adapter à cette situation, à cette crise, tu dois faire preuve de flexibilité et de créativité. Maintenant, il est plus permis d'envoyer. Quand je dis permis, ça a toujours été permis, hein, mais je veux dire, avant la crise du coronavirus, les longs messages sur Tinder étaient quelque part, ça pouvait communiquer une faiblesse, un neediness, un surinvestissement. Oh, le mec est hyper intéressé, puisque j'ai l'embarras du choix ici sur Tinder, puisqu'il y a d'office des mecs plus beaux que celui qui m'envoie le gros message, le long message.
je perds encore plus mon intérêt. Donc là, je viens de parler du point de vue de la fille. Hein. Mais maintenant, les longs messages sont même un atout, car dans les longs messages, tu peux, les longs messages te permettent de te différencier des autres mecs qui ne font qu'envoyer des messages courts. Et vu que Tinder est le seul moyen en ce moment pour faire de nouvelles rencontres et pour assouvir le besoin de contact humain, d'attention, d'affection, ces longs messages vont justement te permettre d'assouvir ces besoins et de créer une vraie connexion, une connexion émotionnelle. Voilà, désolé cher auditeur, j'ai été un peu bordélique. Hein. Bref, je continue. Donc ici maintenant, pendant cette crise du coronavirus, les longs messages sont permis, sont même conseillés, de longs messages contenant beaucoup d'infos, de descriptions, d'humour et ainsi de suite. Moi, ce que j'essaie surtout de faire maintenant, à travers la communication virtuelle, c'est de stimuler l'imagination de mon interlocutrice en décrivant des scènes de la vie de tous les jours et des scènes romantiques. Je t'explique. Beaucoup de mecs envoient des messages courts. Salut, ça va? Comment s'est passée ta journée? Comment s'est passé ton week-end? Et puis ils échangent des infos. Et très vite, une lassitude, un ennui, une monotonie s'installe et pouf, l'interaction, le contact s'évapore, la fille ne répond plus. Moi, ce que je fais, donc je m'imagine juste des scènes qu'on adore tous vivre. Par exemple, aller boire un verre. Et ben, je décris des scènes comme ça aux filles. Je dis, oh, tout ça, je l'écris par texte. Tu sais ce dont j'ai envie, c'est de m'asseoir dans un bar brun avec des lumières tamisées, des lumières basses, des tabourets lourds en bois, avec un comptoir en cuir. Et je commence à décrire comme ça la scène, avec une musique lounge, et il y a une ambiance lourde, sensuelle comme ça. Et je décris, hein, et je commande une bière fruitée, et je m'assieds près de toi. Du coup, j'ai envie de te partager un petit secret, et je me penche en avant pour te murmurer un petit truc à l'oreille. Bon, là, je viens de l'inventer, hein. C'était un truc improvisé, ça sonne un peu, je sais pas moi, ça sonne, enfin, c'est pas top quoi, comme. Mais vu que tu es sur Tinder, tu as le temps de rédiger tes messages, et comme ça, la fille s'imagine juste une scène, voilà, dans un bar, et ça chante juste de tous les autres messages qu'elle reçoit des mecs. Donc, ce petit conseil ici, il est inspiré de la PNL et de l'hypnose, mais ça te permet aussi de décrire plein d'autres scènes, des pique-niques, des promenades, même de lui raconter des histoires carrément fantastiques, quoi, des trucs impossibles, hein, je veux dire des contes de fées par exemple, ou des trucs de science-fiction, ou carrément, une fois que tu sens qu'il y a une réciprocité, un intérêt, de lui décrire des scènes érotiques. Moi, j'ai fait mouiller des filles avec mes textos, mais aussi par téléphone. Ça, c'est le point suivant. Donc, comment draguer lors du confinement? Tu adaptes ton game, tu dragues en ligne, tu développes des connexions en ligne, vu que tu n'as juste pas d'autres options maintenant. Hein. Tu fais preuve de flexibilité et de créativité, tu envoies de longs messages contenant des descriptions pour stimuler son imagination, et à un moment, tu passes au téléphone. Et au téléphone, pareil. Surtout s'il y a déjà une attirance mutuelle, une réciprocité, la fille, elle est aussi en manque, elle a besoin d'attention, d'affection, de contact physique, de sexe, d'amour et tout ça. Tu appliques le même principe au téléphone. Tu peux peindre de magnifiques images dans son imagination en lui décrivant comment... par exemple, en décrivant votre premier rendez-vous. Voici ce qu'on fera ensemble lors du premier rendez-vous. Et là, tu peux discuter pendant des heures en décrivant les scènes différentes. Où tu vas l'amener, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas l'amener là-bas. Tu décris le décor, tu joues sur tous les sens. Hein, le visuel, l'auditif, le tactile, le kinesthésique ou le kinesthétique, je ne sais plus comment on dit. Bref, ce sont les modalités, je pense qu'on appelle ça comme ça, les modalités ou les submodalités en PNL. Ce qui veut juste dire les 5 sens, quoi. Moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai planté déjà la graine pour le rendez-vous après le confinement.
ce que je constate aussi, point suivant, c'est que le désir est amplifié par l'impossibilité de se rencontrer. Et on peut jouer là-dessus. Et moi, je le dis aussi à plusieurs reprises. Je mentionne ça dans ma communication, car en plus, c'est vrai, je dis, le fait de ne pas pouvoir te voir renforce juste mon désir pour toi, ça me rend dingue. Voilà. Ici, encore un petit point sympa que j'ai noté, c'est un feeling, une ambiance, un feeling que tu dois, enfin, que tu peux exprimer, une ambiance que tu peux créer. C'est celle de... Enfin, moi, je me sens un peu comme un soldat au front, tu vois, qui pense à son amoureuse, qui la désire, elle lui manque, il pense tout le temps à elle, et il a envie de lui écrire de longues lettres d'amour, des poèmes, et je ne sais quoi. J'exagère, c'est un peu mielleux ce que je te dis, mais j'ai vraiment ce sentiment, voilà. Donc, tu te sens comme un soldat au front qui désire son amoureuse, qui pense à elle, mais qui n'est pas en mesure de la voir. Si tu sais aussi communiquer cette émotion à travers tes messages, à travers tes conversations au téléphone, tu peux même lui dire ça littéralement. Tu lui dis, écoute, je meurs de désir de te voir, de te rencontrer, de te toucher, de te sentir, d'être près de toi, de te prendre dans mes bras, de renifler ton parfum, de t'embrasser, de te pincer, et puis hop, tu vois comment ça passe déjà du romantique au plus charnel. Mais moi, je me sens comme un soldat au front qui désire son amoureuse, qui pense à elle, mais qui n'est pas en mesure de la voir. Donc, communiquer de cette manière-là, ça crée, comment dire, ça rend juste le contact, votre communication plus coloré, plus gai. Tu fais rêver la fille, elle découvre un petit côté créatif, artistique et romantique en toi. Comment entretenir tes relations en général et tes relations intimes lors du confinement? Bon, ici, ce sont des conseils un peu bateaux, bon marché, mais bon. Donc, c'est évident, tu utilises, tu communiques virtuellement. Tu envoies des messages textuels, tu fais des appels vidéo, du FaceTime, ou je ne sais pas comment on appelle ça, des vidéoconférences, des messages audio, des photos. Tu envoies des photos, je ne sais quoi, et tu communiques via les réseaux sociaux, et ainsi de suite. Maintenant, c'est ce point qui va nous intéresser, c'est le danger, qui est la monotonie et la lassitude. Comment éviter la monotonie et la lassitude? Voici la solution, c'est de stimuler l'imagination en décrivant des scènes. Je vais juste te poser quelques questions, cher auditeur, et ces questions peuvent te servir de point de départ pour décrire tes scènes. À quoi va ressembler votre premier rendez-vous? Décris-moi ta meilleure expérience lors d'un festival. Décris-moi une promenade dans un bois ou dans un parc. Décris-moi une après-midi à la plage. Décris-moi une scène, décris-moi tes meilleures vacances. Tout ça en tenant compte des 5 sens. Qu'est-ce qu'on voit? Donne des détails. Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qu'on goûte? Et qu'est-ce qu'on sent comme odeur? Et avec juste avec cette petite idée, donc ce petit objectif de stimuler l'imagination en décrivant des scènes, tu peux déjà retarder la manifestation de la monotonie et de la lassitude. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que en variant les médias, une petite vidéo par-ci, une petite photo par-là, un petit appel téléphonique par-ci, par-là, ça aide aussi. Donc, tu varies tes contenus, mais aussi la façon dont tu communiques tes messages, les médias. Comment bien te préparer pour après le confinement? Et ici, c'est toujours dans le contexte de la drague et des rencontres. Cher auditeur, profite de cette occasion, profite du confinement pour booster ta valeur sur le marché de l'amour, ta VMA. Plus ta VMA est élevée, plus le pourcentage de femmes que tu attireras sera élevé. Je le répète souvent, je ne sais pas déjà combien de fois je l'ai répété dans les podcasts, ta VMA,
ta valeur sur le marché de l'amour est constituée de ton apparence physique, ton statut, ton intelligence et tes compétences sociales. Voici comment booster ta valeur sur le marché de l'amour lors du confinement et comment communiquer ça au monde extérieur. Bon, si je vais te raconter ce que moi j'ai fait, donc j'ai changé mon schéma d'entraînement, je continue mon sport, ma musculation, je la fais à la maison. Donc, je m'entraîne chez moi et je suis très, très satisfait des résultats. Je suis très satisfait de mon schéma d'entraînement. Point suivant, donc pour booster ta VMA, c'est ce que maintenant je suis en train d'apprendre, c'est de faire des photos et des vidéos. Et ça donne vraiment des résultats spectaculaires. Je ne savais pas que savoir comment faire des photos peut avoir un si grand impact sur la qualité du résultat final, donc sur la qualité de la photo et de la vidéo. Donc avec un bon angle, un bon éclairage, dans un bon décor et un bon filtre, oh la vache, moi je suis passé d'un 6 sur 10 à un 8 ou même 9 sur 10. C'est dingue, quoi. Voilà, donc point suivant. Donc pour comment te préparer pour après le confinement, améliore ton game virtuel, ton jeu de séduction virtuel, donc ta tchatch en ligne, mais pas que ça. Tu sais, dans les interactions face à face, on parle du verbal et du non-verbal. Le non-verbal, je ne sais plus selon quelle étude, enfin, donc la communication est constituée de c'était quoi, 90%, 95% ou quelque chose comme ça, c'était vraiment un chiffre astronomique du non-verbal, et il n'y a que, disons, 10% ou 7%, je ne me rappelle plus, de verbal. Mais la drague en ligne, on peut vraiment appliquer ça aussi en ligne. Donc, quand je parle d'améliorer ton game virtuel, je parle d'améliorer ta chat, mais surtout d'améliorer le côté non-verbal de ton jeu de séduction. Donc, comment prendre des photos, comment faire des vidéos, comment booster ton profil sur Tinder, comment projeter des émotions via tes photos, ou comment déclencher quelles émotions est-ce que tu veux déclencher chez l'autre via tes photos et tes vidéos. Quelles ambiances est-ce que tu veux créer? Quelle image est-ce que tu veux projeter? Tout ça, ça peut s'apprendre. Un grand avantage de la séduction en ligne, du game virtuel, comparé au game réel, c'est que dans le game virtuel, tu peux te voir comme les autres te voient. Dans la vraie vie, tu ne te vois pas toi-même. En ligne, tu peux te voir. Donc, tu fais des photos, tu fais des vidéos, tu les regardes, tu les évalues. Donc, tu te mets à la place de la fille, tu te mets à la place du monde extérieur, tu évalues cette photo, tu te poses la question, comment est-ce que je pourrais l'améliorer? Et puis, en plus, tu reçois le feedback du monde extérieur. Concrètement, je veux dire, tu publies des trucs, je ne sais pas moi, sur Instagram, et tu vois que les gens te mettent des petits cœurs rouges, enfin, ils likent tes photos, ils te laissent des commentaires, tu as de plus en plus de followers ou de subscribers. Donc ça, c'est du feedback que tu n'as pas à ce point-là dans la vraie vie. Et donc, tu peux comparer le feedback que tu reçois du monde extérieur à ton propre feedback, et tu peux voir si la façon dont tu te perçois, si elle se rapproche de la perception du monde extérieur. Donc, s'il y a une concordance entre ces deux, si tu sais jauger, deviner de manière précise la réaction du monde extérieur, donc si ta perception de tes photos et tes vidéos ressemble à celle du monde extérieur, bah ça te donne un contrôle, un pouvoir prédictif. Ah, c'est génial. Mais c'est des trucs auxquels je n'avais pas pensé de cette manière-là avant cette crise. Et si c'est un autre point que j'ai noté, je ne sais plus pourquoi, comment attirer des followers? Ah oui, c'est une question à se poser. Comment attirer des followers? Comment avoir beaucoup de followers sur Instagram? Car c'est de la preuve sociale. Ça augmente ta valeur perçue. Donc quand imagine une fille arrive sur ton profil sur Instagram et tu fais de belles photos, tu te mets en valeur, t'es vraiment beau gosse parce que tu sais comment juste te mettre en valeur, tu connais tes angles, comment éclairer tes photos et tout ça, mettre les bons filtres. Imagine qu'elle voit que tu as des milliers et des milliers de followers. Waouh, quoi,
ça crée une toute autre image que quand, voilà, t'as genre 12 followers et tu suis toi-même 500 et quelques personnes. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui peut s'apprendre, qui peut se maîtriser et qui va t'aider pour rencontrer des femmes. Et ici, concernant ton game virtuel, le point suivant, c'est peut-être le point le plus important à comprendre, c'est qu'on peut dire ce qu'on veut. On peut dire que la drague de rue est supérieure, la drague en soirée est supérieure, les rencontres dans la vraie vie sont supérieures, ou je ne sais quoi. Ça dépend juste de la façon dont on voit les choses et ça dépend aussi de ce que l'on fait avec... comment on s'adapte au contexte, quoi. Voilà, qu'est-ce qu'on fait avec, ici, en particulier, les applications de rencontres et les réseaux sociaux. Donc, on peut dire ce qu'on veut, mais la drague en ligne a le plus grand effet de levier. C'est ce qui peut être scalé, comme on dit en anglais, le plus. En rue, ouais, oui, je veux dire, techniquement, tu peux, hein. Tu peux faire 100 approches par jour. Mais, tu vas juste devenir dingue. Hein, c'est vraiment malsain. Même faire des dizaines d'approches par jour, c'est malsain. Voilà. Aborder, draguer en rue, je suis pour, mais comme tout dans la vie, ça a des limites. C'est une question de dose. Par contre, en ligne, tu peux passer de 10 followers à 100, à 1000, à 10 000 followers. Donc, en ligne, tu peux littéralement attirer un grand nombre de femmes. Voilà. Et le dernier point, pourquoi ne pas mettre un pied dans le virtual reality dating, les rencontres dans la réalité virtuelle? Si tu es un early adopter, donc quelqu'un qui adopte les nouvelles technologies très tôt, une fois qu'elles sont commercialisées, tu en profiteras. Et sinon, si ça ne se popularise pas, tu vas apprendre des trucs, tu pourras t'en inspirer et utiliser ces connaissances dans la drague sur Tinder et les applications classiques. Il y aura une cross-contamination qui peut se faire, c'est ce que je suppose. Je n'ai pas testé moi-même, mais l'idée me semble bonne car je me rappelle à l'époque, si tu étais un des premiers mecs sur Tinder, là, c'était, comme on dit en anglais, pussy galore. C'était un environnement beaucoup plus favorable, c'était beaucoup plus fluide, on faisait des rencontres et on obtenait des rendez-vous beaucoup plus facilement. Maintenant, sur Tinder, le marché est saturé, ce sont les femmes qui ont le pouvoir. Quoique maintenant, avec la crise, elles sont beaucoup plus souples et accueillantes, j'ai l'impression. Bref, mais donc, je pense que c'est possible que ce même phénomène se reproduise avec la drague dans la réalité virtuelle. Donc, si tu es un early adopter, peut-être que voilà, tu en profiteras. Que faire quand le confinement sera passé? Cher auditeur, moi je te conseille déjà maintenant de commencer à te préparer pour le prochain confinement. C'est-à-dire, pendant ce confinement, tu as remarqué que certaines choses t'ont manqué. Et après le confinement, tu te procures ces choses pour un éventuel prochain confinement. Je te donne un exemple. Dans mon cas, j'ai besoin de plus d'élastiques, d'élastiques d'entraînement, d'élastiques de fitness. J'ai besoin de plus de haltères et des disques pour savoir augmenter la charge, le poids, et quelques autres outils de fitness, des outils plus compacts. Toi, cher auditeur, de quoi aurais-tu besoin lors d'un éventuel prochain confinement? Peut-être un Kindle, un e-reader, un lecteur électronique pour acheter et lire des livres facilement, un deuxième ou un premier congélateur, du matériel de musculation, plus d'argent d'épargne, peut-être un autre job, peut-être que c'est le moment de te reconvertir, peut-être un ou une partenaire pour le confinement, pour le rendre un peu plus supportable, un peu plus léger, pour assouvir tes besoins sociaux, affectifs, amoureux. Comment draguer après le confinement? C'est évident. Après le confinement, tu rencardes les femmes avec qui tu as développé une connexion en ligne lors du confinement. Si
tout redevient comme avant. Tu reprends ta vie normale et tu dragues comme avant. Dans la rue, les bars, les boîtes, en ligne, via ton cercle d'amis et je ne sais quoi. Donc tu alloues ton temps de manière rationnelle aux différents domaines, aux différents champs d'action, les différents terrains de chasse, hein. Les applications de rencontres. Donc, quand je dis terrain de chasse, tout ça, différents domaines, je parle des applications de rencontres, les soirées, la rue, via tes amis, enfin, ton cercle d'amis, et ainsi de suite. Par contre, si tu constates que la vie a changé, hein, qu'il y a un avant la crise du coronavirus et un après le coronavirus, si tu constates que les normes sociales ont changé, que les rencontres ne se passent plus comme avant la crise du coronavirus, tu t'adaptes aux nouvelles conditions. Concrètement, si tu t'es préparé au pire scénario, hein, j'en ai parlé avant, alors ton jeu de séduction virtuelle, hein, ta tchatch en ligne, ta maîtrise des vidéos, de la photographie, ta maîtrise du non-verbal en ligne, ces compétences devraient être développées et tu appliques ça pour arriver à tes fins. Donc, imagine que effectivement, le monde n'est plus comme avant. Les bars sont fermés et le distancement social est devenu la norme. Si tu constates que la peur de la contamination est plus élevée chez la population et donc chez certaines femmes, alors il faudra compenser ça en passant plus de temps en ligne, en communiquant plus longtemps en ligne, en créant la connexion émotionnelle en ligne. Et là, tu pourras te permettre d'aller directement chez elle pour le premier rendez-vous, quoi. Donc avant mon système de drague ou mes étapes étaient, donc, si je drague sur Tinder, étaient les suivantes. 1. Donc, il y a le match sur Tinder, on tchatche un petit peu sur Tinder, on discute et on fixe un rendez-vous et ce rendez-vous a lieu dans un bar. On boit un peu, on s'amuse, on passe d'un bar à un deuxième bar et éventuellement un troisième ou bien du deuxième bar, on passe chez elle ou à l'hôtel ou bien voilà, elle rentre, je rentre et puis on se revoit plus. En général, c'est comme ça que ça se passe. Donc il y a des étapes clairement définies. Bon, c'est clair que maintenant, je ne peux plus parcourir ces mêmes étapes. Voici comment je vois les choses maintenant. Je discute en ligne, je développe la connexion en ligne, donc sur Tinder, mais aussi sur WhatsApp et par téléphone, et on fixe le rendez-vous directement chez la fille. Alors, je sais pas, moi, je fixe pas des rendez-vous chez moi. Ça arrive, oui, ça arrive, c'est très très rare, mais en général, je fixe des rendez-vous chez la fille, ou plutôt la femme en question, car j'ai une femme et un gosse. Tu visualises le truc. J'ai mon rencard ici à 7 heures et on mange en famille. Il y a le petit qui mange ses spaghettis et ma femme, et voilà quoi. Quoique, ça peut être rigolo comme idée. Enfin bref. Un élément important à inclure maintenant dans ta drague en ligne, je ne sais pas si tu as déjà entendu le concept de l'analyse logistique. C'est un concept, une étape ou une technique, appelons ça comme on veut, utilisée par les dragueurs chevronnés. Hein, c'est un terme datant de la communauté de séduction des années 2005-2010. Et l'analyse logistique consiste à récolter les infos pertinentes pour pouvoir organiser la suite de la séduction. Donc, imagine que tu rencontres une fille en soirée. Il est intéressant de savoir avec qui elle est là, comment est-ce qu'elle rentre, si elle a quelque chose à faire le lendemain, où est-ce qu'elle habite exactement, si elle est célibataire ou pas. Bref, tout ça, ce sont des infos pratiques qui sont indispensables pour pouvoir passer à l'étape suivante. Maintenant, avec la crise du coronavirus, tu devras inclure quelques éléments dans cette analyse logistique. Tu devras inclure un test de contagion, pas au sens littéral, mais ou peut-être même au sens littéral maintenant qu'on parle de
de faire des tests, c'était quoi, d'anticorps, hein, tu dois t'assurer que... Enfin, moi, je te conseille d'inclure dans ton analyse logistique des questions pour savoir si cette fille affiche un comportement à risque. Et si, par exemple, si elle a été testée, si elle a été malade, si elle a fait des tests de anticorps, est-ce qu'elle a eu le Covid ou pas, et ainsi de suite. Si j'ai noté quelques questions, quelques idées de questions que tu peux lui poser, des questions directes, hein, que fais-tu pour te protéger? Comment est-ce que tu vois la crise du coronavirus, hein? Donc, quelle est ton opinion? Comment te sens-tu vis-à-vis de ça? Car maintenant, il y a des gens aussi qui minimisent, hein, cette crise ou qui n'y croient carrément pas, quoi. Question suivante, quelle est ton opinion sur les mesures prises par le gouvernement? Connais-tu quelqu'un qui est contaminé ou qui a été contaminé? Comment est-ce que tu vis le confinement? Ça, c'est une bonne question. Comment est-ce que tu vis le confinement? S'il y a s'il y a déjà un rapport de confiance entre vous, elle va te dire que je manque de câlins, d'affection, je manque de contact physique, j'ai besoin de plus de contact physique. Et oui, là, je veux dire, c'est un gros feu vert, quoi. Là, c'est une grosse opportunité pour stimuler son imagination. Bref, je digresse. Question suivante. As-tu été contaminé? Tout ça, ce sont des questions directes que tu peux lui poser pour te renseigner sur son comportement, à quel point elle se protège et ainsi de suite. Mais il y a aussi quelques questions indirectes que j'ai listées ici. Comment s'est passée ta journée? Oui, c'est une question un peu bateau. Quels sont tes projets pour ce soir? Pourquoi poser ces questions? Car si elle te dit, oui, je suis allé bosser, j'ai rencontré plein de collègues, ces collègues, ils s'en foutent des règles, je sais pas, bref, hein, donc c'est les réponses. Ces réponses à ces questions peuvent contenir des infos pertinentes sur son comportement. Par exemple, quels sont tes projets pour ce soir? Si elle te dit, oui, j'ai visité ma famille, ouais, il y a combien de personnes, là? Tu vois? Une autre question intéressante, c'est comment vont ton papa et ta maman, tes frères et tes sœurs? Tu fais comment? Donc, question suivante, tu fais comment pour entretenir tes relations avec tes amis et ta famille? Ces réponses à ces questions contiennent plein d'informations pertinentes sur son comportement. Est-ce qu'elle affiche un comportement à risque ou pas? Je suis en train de communiquer avec plusieurs femmes. Il y en a qui voient leurs enfants. Oui, j'ai mes enfants 2 jours sur... j'ai oublié le raccord, mais tu vois que donc elle voit ses enfants et puis il retourne chez le papa. Mais bon, s'il retourne chez le papa il fréquente qui? Enfin, tu sais pas, tu vois, donc ça augmente le risque. Et donc moi, je pense aussi d'un point de vue plus global que je sais pas, je suis pas sûr, c'est juste une hypothèse, je devrais réfléchir plus profondément à ça, mais maintenant, j'ai plus tendance à miser sur le long terme, à miser plus sur la qualité de la relation que sur le one-shot et la qualité. Déjà, à la base, j'ai une préférence pour les relations durables que la baise à la chaîne. Et un avantage aussi de miser plus sur le long terme, c'est que tu seras juste plus heureux, quoi. Voilà, tu t'exposeras également moins au risque de contagion et tu représentes toi-même un moins grand risque. Mais tu sais, donc ici, il y a plusieurs hypothèses. Enfin, j'ai 2 hypothèses. Dans le monde du dating et des rencontres, tout le monde sera plus axé au long terme. Les relations durables. Mais si toi, tu réussis à grimper l'échelle sur Tinder et les autres applications de rencontres, donc si tu développes une bonne tchatch et tout le côté non-verbal, là, je pense que, puisqu'il y a beaucoup de femmes qui se sentent seules, qui sont en manque d'affection, de câlin, de contact physique, d'amour, de tendresse et ainsi de suite, que tu peux vraiment avoir beaucoup, beaucoup de succès et vraiment, oui, obtenir aussi et de la qualité et de la quantité. Et je pense aussi qu'à terme, le statut va commencer aussi à jouer un rôle plus important. Pardon, le statut social, l'argent. Mais bon, il faut voir ça à grande échelle. Je ne sais pas si tu vas vraiment le sentir, mais cette crise du coronavirus
engendre une crise économique. Et donc, il y a beaucoup de gens qui vont perdre leur job. Et donc, ceux qui auront un job et des ressources, ils ont quand même un avantage sur les autres. Maintenant, je ne sais pas à quel point ça va impacter, tu vois, le mating behavior, hein, le comportement, sexuel et amoureux des humains. Ça, je ne sais pas. Mais bon, c'est intéressant de réfléchir à ce sujet. Bref. Voilà, chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode du Coach Drac Podcast. Si tu as des questions, si j'ai oublié quelque chose, si tu n'es pas d'accord avec moi, alors tu peux me laisser un commentaire en dessous du podcast donc sur YouTube. Car personnellement, je crois que ceci est le début d'une nouvelle époque. La fin de ce confinement ne signifiera pas la fin de la pandémie. Une fois qu'on commence à assouplir les règles, même si cela se fait graduellement, le virus va de nouveau commencer à se propager. La courbe va de nouveau monter et puis on va de nouveau renforcer les mesures. Mais les dirigeants et les scientifiques ne sont pas bêtes, hein, aussi. Enfin, je ne sais pas, mais bon. Mais ils le savent, c'est clair. Et comment est-ce qu'ils vont essayer d'éviter ça, hein? Comment est-ce qu'ils vont éviter une deuxième vague? Je ne sais pas combien d'entreprises, des dizaines et des dizaines d'entreprises et des labos sont en train de chercher un vaccin. Qu'est-ce qu'on va... Oui, il y a plein d'applications qui sont en train d'être développées pour faire du contact tracing. Ouais. Donc, avec cette anxiété, je crois que la germophobie va augmenter. Le distancement, la distanciation, comment on dit, j'ai oublié, sociale va rester. Enfin, en tout cas, ça va laisser des traces. On est dans une récession économique, peut-être même une dépression économique. Et j'en ai parlé là tantôt. Dans le contexte de l'accouplement, nouveau, c'est à une échelle large, je pense que le statut social, les ressources joueront un rôle plus important. Et je pense aussi que la promiscuité va diminuer. Que les tendances monogames et les relations durables vont augmenter. Quelle en est la cause? C'est l'anxiété et surtout les contraintes logistiques. Voilà quoi. Et si toi, tu te situes au top de la chaîne alimentaire, donc si tu as un bon game virtuel, une VMA élevée, tu pourras te permettre d'être plus promiscu. Voilà. Voilà, cher auditeur, encore une fois, si tu as des questions, si tu veux ajouter quelque chose, alors laisse un commentaire sur YouTube en dessous de ce podcast. Si tu as aimé cet épisode, alors abonne-toi au Coach Drac Podcast. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, dans Apple Podcast, sur SoundCloud ou via l'application que tu utilises pour écouter ce podcast. Et si tu es attiré par une femme en particulier, oui, cette femme, tu sais parfaitement de qui il s'agit. Si tu as peur de bousiller tes chances avec elle, et si tu aimerais savoir quoi dire exactement, mot pour mot, quand et comment le dire afin de la séduire, même si pour l'instant elle ne semble pas intéressée, alors je t'invite à télécharger ton exemplaire de Tu la veux, tu l'auras. Maintenant, tu trouveras le lien vers Tu la veux, tu l'auras en dessous de ce podcast dans la description. Je suis Consti de CoachDrac.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drac Podcast. On se revoit dans le prochain épisode. Bonne drague.